Et c'est pourquoi il l'a fait, hein. Donc évidemment, il va chercher à anticiper le fait d'en être rattrapé, hein. Malheureusement, c'est une cause perdue. Bon, alors du coup, pour ce qui nous concerne, oui, moi ce que j'observe, c'est vraiment le problème de philosophie attitré aux personnes que vous citez. Parce que précisément, ça n'en est pas en fait. C'est toute l'arnaque de la chose à mon sens. C'est que si on observe bien, en fait, la structure de leur rhétorique suit systématiquement le même phénomène. C'est-à-dire que ils prennent la philosophie pour une volonté de toute puissance conceptualisante et justement échouent à établir le concept pour y préférer l'essentialisation en fait. Ce qui en fait peut tout à fait s'expliquer par la confusion de la tonalité en fait psycho-actionnelle du type d'affect qui meut leur entreprise. On peut parler des diversités d'intelligences émotionnelles différentes en psychosystémisme, et il semblerait en fait que cette confusion intrinsèque entre le fait de faire le tour d'une idée et d'en comprendre la substance, en fait, soit plutôt déviée en cours de réalisation chez eux par la volonté de puissance. C'est-à-dire de non pas de visibiliser en fait une relativité articulatoire, mais d'en exprimer en fait une impériosité définitionnelle. Et donc en fait, il s'agirait donc d'avoir pour effet sur le réel commun, hein, puisque forcément un philosophe existera avant tout s'il est écouté ou s'il est lu. Euh, eh bien, cet effet en fait transpositionnel et non pas propositionnel. C'est pour ça, par exemple, que Monsieur Enthoven parle d'un antisémitisme plus que d'une antisémité, par exemple. Pourquoi? Parce que la différence, c'est le même piège que celui qui avait commis Freud, hein, c'est-à-dire, en fait, c'est le discours autoplébiscite, c'est-à-dire une structure syntaxique, une structure linguistique auto-justificatrice. Et donc forcément, dans un tel système, si vous n'êtes pas mimétiquement, strictement restituteur de leurs propres propos, alors vous en êtes forcément antagoniste. C'est tout le problème de la différence première entre la proposition et l'essentialisation. C'est-à-dire que quand vous avez essentialisé quelque chose, les pauvres profanes n'ont plus qu'à obéir en fait à la déité de votre faculté d'établissement conceptualisatrice. Hein. Au début est Dieu philosophe et ensuite s'y articule dans son souffle le monde. Quoi. Enfin, vous voyez le truc. Et donc on peut observer la même chose avec la destruction de la volonté d'anticipation, d'aboutissement méthodologique de traitement d'une exposition d'une actualité ou d'un fait ou d'une enquête dans le milieu journalistique avec le structuralisme de ce qui tend à le remplacer. C'est-à-dire que quand vous voyez, c'est ce que j'aime bien moi chez Blast, c'est que vous gardez des entretiens humains où le packaging d'habillage d'effets de modernité ne remplace pas en fait la qualité de la méthode de l'échange de propos tenus et exposés. C'est-à-dire que vous confondez pas démarche de visibilisation avec démarche d'auto-justification formelle. Parce que c'est ce qu'on voit un petit peu avec la numérisation de la pullulation structurelle faite à l'accès à l'information. C'est-à-dire qu'il y a un format préétabli attendu, c'est celui du split screen, captation de l'échange, adossation de son existence manifeste avec le chatbot ou le chatroom, ce qui justement en fait permet l'introduction perceptuelle cognitive justement de cette confusion entre chatroom et chatbot, et que donc c'est une technique qu'on pourrait essayer de penser de façon critique, proche de celle du neuromarketing et du nudging, où est adossée en fait à la focalisation de l'attention sur un plateau humain la prise à revers d'un manque de vigilance critique sur la substance de ce qui est écrit et de en plus ce qui est actualisé en permanence. Et donc
comment voulez-vous en temps réel filtrer du point de vue de la théorie de l'information vérifiable, hein, donc c'est-à-dire en réalité la distinction entre le signal et l'information, hein, deux choses absolument nécessairement à ne pas confondre, hein, puisque il s'agit en fait de la différence entre la pertinence et l'exposition, hein. Et donc, comment voulez-vous en temps réel être sûr de ne pas vous exposer à un signal fallacieux si vous n'êtes pas en possibilité d'établir la crédibilité, l'intérêt de porter crédibilité à une source. Donc, on voit que ce qu'amène cette modernité formelle, c'est celle de la démultiplication des entrées perceptuelles à des potentielles expositions à des signaux de désinformation. Et donc, sous prétexte d'interactivité et d'interactivisme, en fait, il n'est pas possible de qualitativer, hein, dans un processus opératoire d'établissement d'une qualité, le signal auquel on s'expose. Et c'est le double effet qui se coule de surcroît, de surcouche, du fait que bien souvent, la production possible de ces types de formats nécessite structurellement, en plus, des extraterritorialités, ne serait-ce que dans l'hébergement et la diffusion, en fait, de ces contenus sur la toile, hein. Ce mosaïcisme dans lequel nous aurions tendance à être entraînés, sombrés, hein, si je dois citer les citations de Denis de Marguerite Duras. En plus, elle est extraterritorialisée. Hein, c'est-à-dire que le vrai scandale du fond de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de structuralisme possédant propriétaire territorialement, nationalement français. Et donc, c'est l'autre volet de ce que nous observons, c'est-à-dire par exemple, dans l'affaire Jean-Michel, Brigitte Trogneux, le problème, c'est que la preuve biologique est censée être fournie aux États-Unis. Sous couvert du fait que ce soit aux États-Unis que soi-disant l'attaque est portée, nous sommes quand même en train d'essayer d'être préparés par la médiasphère au fait d'avoir à nous satisfaire judiciairement pour établir ou non un cas d'abus et de manipulation de la souveraineté collective publique à un tribunal extraterritorialement situé aux États-Unis. C'est complètement dingue du point de vue d'une réflexion d'une fondamentalité de souveraineté collective. C'est-à-dire que le contrat social de confiance délégataire électoral premier est censé se vérifier par un tiers extérieur potentiellement adversaire de l'intérêt général de la nation. Ça n'a aucun sens en fait processoralement quand on prend bien le temps d'y réfléchir. Et c'est surtout l'antithèse de la démocratie directe, ce qui a quand même tendance à continuer de signer en fait le profil par son mode opératoire préférentiel. Bon, je parle de critique théorique de système, hein, je ne suis donc pas en train de prendre ces analyses pour des preuves abouties, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est ce qui a tendance à révéler le fait de privilégier ce type de mode opératoire. Ça relève encore de l'esquive, hein, puisque si la chose pouvait être si simplement réglée, alors pourquoi cela n'est-il pas fait plus rapidement et plus simplement ? Donc c'est donc la politique générale en fait des théories du jeu par rebond qui est tout à fait celle du stay behind. Et donc c'est de la pasquate, hein, quand vous êtes emmerdé par une affaire, créer une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire, etc., jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Et donc on retombe sur nos pas de cette pseudo-philosophie de transposition langagière, de novlanguisation en réalité, qui est elle-même l'ennemi de la faculté de dotation commune de conceptualisation. Parce que, en réalité, cette transposition systématique au langage a pour objet de détruire l'objet de la philosophie qui est l'avantage de la clarté perceptuelle, de l'organisation harmonisante, de l'efficacité de maîtrise des concepts et des facultés de conceptualisation surtout. Puisque lorsque la philosophie est l'œuvre d'un legs réussi, ce qu'il se passe, c'est la mutualisation des savoirs effectifs.
Et donc, la matérialité et l'économie du savoir étant exponentielle et non linéaire, puisque quand vous partagez un savoir, vous ne le perdez pas vous-même, contrairement à un bien matériel que vous vendez, hein, donc quand vous l'avez vendu, il est cédé, hein, contractuellement. En philosophie, il est raisonnatif, c'est-à-dire que l'émetteur d'une idée pertinente n'en est pas dépossédé pour autant lorsque celle-ci se partage dans son efficacité conceptuelle. Et donc, le problème, c'est donc cette transposition novlanguiste à la langue, non pas du réel, mais de la réalité commune. Et donc, c'est, en substance, ce qui détruit la démocratie, parce que c'est ce qui détruit le politique. Puisque il ne peut pas y avoir d'organicité dans une artificialisation de l'interaction avec le réel, et d'autant plus son communalisme. Et donc, c'est une logique de transposition-interposition, car son illusion est l'essentialisation processorale en lieu et place, en fait, de la codéfinition, de la cogestion, de la convergence des perceptions et des idées. Et donc, on voit que, en soubassement de ces phénoménologies, de ces psychosystémismes, que, en substrat, ce qu'il se répand alors, c'est la charge mentale du doute. Hein, c'est-à-dire que être certain de douter est un outil de faculté processorale d'établissement de nouveaux concepts qui nous permet de dépasser ceux que nous avons déjà atteints. Mais la certitude est nécessaire aussi psychologiquement comme le salaire du travail d'établissement de nos recherches. C'est-à-dire que le principe de la science, hein, y compris psycholinguistique de la philosophie, qui est la sagesse, hein, puisque la philosophie étymologiquement étant l'amour de la sagesse est le bon emploi de l'intelligence, donc la certitude d'en faire le bien. Puisque, à contrario, le doute de l'intelligence, c'est son piège narcissique. C'est-à-dire celui qui est toujours en train de vérifier qu'il est intelligent, c'est parce qu'il n'en est pas certain. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas posé la question du mal de son intelligence. Or, la sagesse, c'est la garantie d'en transmettre le meilleur bien fondé en œuvre. Et c'est tout le problème, en fait, de la dichotomie processorale, de la confusion processorale, et donc de l'absence de sa faculté de discernement, qui nous concerne dans les critiques que vous portez. Et c'est pour ça que je veux exposer les véritables enjeux en arrière-plan. La saturation cognitive, c'est la modernisation du Goebbelsisme. C'est-à-dire que l'idée d'imposer à autrui, hein, donc dans le rapport tyrannique, hein, d'emprise sur les corps, hein, et non pas de concertation et de consensualisation co-constructive dans le phénomène politique convergent, hein, c'est-à-dire en soi, archétypalement, la destruction de l'Assemblée pour la tyrannie de l'exécutif, c'est le fait que il ne soit plus rendu possible que les idées dont il est voulu que nous soyons plus que nous ne disposions, c'est-à-dire en réalité la destruction des alternatives et non pas leur coexistence et donc leur collatéralisme. Et donc c'est le triomphe du paralogisme, c'est le triomphe de la paradoxalité permanente de la double pensée perverse, parce que précisément son obsession, son obsessionnalité irrésolue, impensée, c'est celle de l'hyper-occupation de l'espace précisément à cause de ce but obsessionnel. C'est-à-dire que ce qui effraie profondément ces phénomènes, c'est le partage en temps réel. Et on voit bien à ce titre-là pourquoi c'est le recours privilégié des grands possédants, puisque c'est une logique de reproduction de leur garantie castique de domination, de la protection de leurs intérêts propres, et non pas celui du plus grand soi étendu que celui de la nation et du consensus d'esprit de corps social national. Et cette transposition
est en réalité, à mon sens, cette peur panique du partage, parce que incapable de penser ses propres limites et culpabilité, et donc nécessitant systématiquement le transfert transpositionnel d'incrimination, de décharge inversatoire de culpabilité et d'irresponsabilisme des opposants et des critiques afin d'opérer cette obsession de survie propre. C'est donc en soi une incompatibilité avec le fait de composer des consensus. Et donc c'est intéressant de voir comment en fait c'est la systémique en circuit autoplébiscite auto-autisticisant, j'ai envie de dire, d'indépassabilité de la surcharge mentale, de la surcharge inconsciente psychoperceptuelle, donc toujours préalablement prisonnière de son ton en fait de terrorisation et donc de terrorisme, de limitation et donc de limitisme, d'affliction et donc de provocation, parce que précisément tout cela occupe en permanence le lieu et la place de l'aboutissement propositionnel. C'est-à-dire que l'essentialisation est une prise en otage d'une fuite en avant en lieu et place du travail préalable d'une proposition authentiquement aboutie, parce que authentiquement ou novatrice ou adaptée, c'est-à-dire appropriée au service de l'intérêt général. Et c'est intéressant à ce titre de percevoir le fait que c'est parce que c'est une angoisse morbide existentielle irrésolue, c'est-à-dire quelle est la limite de la certitude de non-dépossession qui meut et motive systématiquement cette angoisse panique du partage nécessaire à l'amélioration collective du plus grand que soi. Parce que c'est de ça dans le fond dont il est question. Non pas parce que c'est essentiel, mais parce que les essentialisations remplacent les principes, justement. C'est-à-dire que l'essentialisation relève de démonstrativité obsessionnelle, anxiogène permanente de la performativité. C'est-à-dire que ce n'est pas une réflexion qui considère une naturalité d'existence au-delà d'elle-même dans la réciprocité du commun. C'est celle qui a besoin de performer sur le commun. C'est tout ce qu'on voit avec Enthoven, c'est tout ce qu'on voit avec Onfray. C'est-à-dire que ces gens sont des obsessionnels, en fait, du cortex préfrontal, de l'hyperprocessorant, bien plus que de la complétude de sa phénoménologie. Ces gens n'ont pas de recul existentiel sur leur environnement et leur contexte. Ce sont des obsédés du travail de visibilisation, mais pas de reliance, pas du sens religieux premier du terme de religuer, qui articule relire et gérer. Hein. C'est plutôt celui du sécessionniste en fantasme de puissance, précisément parce qu'il est incapable d'œuvrer à la garantie de dépassement de sa propre impuissance. Et donc ce qu'il reproduit, c'est son intériorisation projective d'angoisse morbide existentielle qui l'enferme en fait dans la reproductivité sempiternelle et sempiternalisée de cette transposition systématique. Et du coup, systématicisant, donc systémique, systématicisante. Et donc, c'est ce phagocytage qu'on observe. C'est celui de la surcharge inconsciente. Parce qu'elle est incapable, en fait, de reconnecter profondément à ce qu'est le sommeil du juste, de la somatisation, parce qu'elle est incapable de transcender ces systèmes de culpabilité et de culpabilisation. C'est ce qu'on voit avec Sarkozy. La frénétisation de cette obsessionnalité systémique nécessaire, effective, à l'imposture existentielle d'une infiltration coloniale dominatrice manipulatoire, c'est ce qu'il enferme dans son narratif, c'est ce qu'il enferme dans sa propre propagande. Le vieil adage, et ils finirent par croire à leur propre propagande, parce qu'ils ont servi et contracté le pacte de corruption premier et préalable de celui de la transposition simulacre de la nature des mandats voulant être exercés.
Il suffit d'observer la trajectoire politique de Sarkozy, de passer de représentant d'une formation politique majeure à porte-parole du gouvernement, à ministre du budget, puis ministre de l'Intérieur, puis président, puis conseil constitutionnel, pour voir en fait son obsessionnalité de verrou en fait des institutions et des fonctions de mandature, bien plus que celle du service. Et c'est donc précisément quand on le rattrape et le ramène à la nature corruptionnelle de son accès à la nomination aux fonctions, hein, qui du coup ne relève pas sur une réussite d'avoir fédéré l'électorat, mais de l'avoir aggloméré manipulatoirement par la performance manipulatoire, hein, donc la transposition du réel sur la réalité du commun, qui fait que lorsqu'on le ramène à l'essence, hein, de la processoralité de la chose, il répond par des essentialismes. Pourquoi ? Parce qu'il est profondément inquiété de la nature de ce qu'il a entrepris. Pourquoi ? Parce qu'il démontre son inacuité personnelle à pouvoir avoir une alternative propositionnelle sublimant cet état de fait. Et que donc, ce qui le motive à générer ces verbiages creux, mais surtout toxiques, c'est précisément, en fait, sa propre submersion psycho-affective dans cette limitation de sa vie, de sa capacité de survie. C'est cela le processus psychologique à l'œuvre, à mon sens. Et c'est pour ça qu'il est particulièrement décrit dans ce que vous analysez du salaud dans vos entretiens. C'est que, justement, ça a évacué toutes les capacités du commun de sublimer les afflictions psychopathogènes, j'ai pas dit psychopathologiques, je dis psychopathogènes, de leurs conditions physiologiques existantes. C'est-à-dire que la représentation qu'ils se font de leur propre psyché suit. Ce sont des phénomènes compensatoires qui revendiquent de façon mal chronologiquement ordonnée la promesse d'une perspective de compétence de réussite en lieu et place de l'expression de l'aboutissement d'elle-même, car l'ennemi de cette inversion processorale, c'est la légitimité du peuple à en statuer ou non. Et si on prend ça sous cet angle, on voit à quel point c'est corrélaire de l'hyperendettement. C'est-à-dire que c'est même plus que l'idée même de la richesse collective qui est absurdicisée, c'est que c'est son inopérance. C'est son inopérance. Il s'agit pas de critiquer le financement de l'avenir. Il s'agit d'observer les mécanismes de sa propriété et de son appropriation. Parce que là est la véritable ségrégativité. C'est-à-dire que les maîtres des horloges, des temps et des budgets sont de suprêmes assistants. Et donc c'est le suprémacisme dans toute sa splendeur hypocrite. C'est-à-dire se permettant de se concevoir élevés au-dessus du reste de leurs contemporains pour des raisons inexplicables. Ce qui est donc, en soi, l'insulte à la faculté d'oser risquer d'être effectivement validé ou non par la souveraineté du commun. Et donc c'est particulièrement intéressant de percevoir ces phénoménologies sous ces angles critiques, parce que je pense qu'elles nous donnent par ces perceptions-là l'octroi de possibilités vraiment extraordinairement avantageuses de rectifier la situation. C'est-à-dire que le véritable problème de l'effondrement économique de la France, c'est fait par cette stratégie de capture des fonctions suprêmes. Mais l'opérativité de leur verrou est faite sur la destruction de la balance d'échange entre monétarisme extérieur et monétarisme intérieur. Or, le quatrième pilier du régalien, c'est de battre monnaie, parce que c'est celui, en fait, du chiffrage, de l'idée en temps réel qu'il se fait de la valeur du collectif. Et on voit ce même problème avec toute la cybernéticisation, quoi. C'est-à-dire que ils ont toujours un problème de base 2, parce qu'ils oublient que le fondamental de l'échantillonnage dans toute technologie d'informatisation, c'est
la quantification cadencée par la fréquence du taux d'échantillonnage. Et donc, il base toute représentation de pondération chiffrée du réel sur l'automatisation de la base 2. Qu'elle soit octuplée ensuite par les octets ou les bits ou ce que vous voulez. C'est le problème de la ségrégation du binarisme. Donc, en soi, s'il n'y a pas la capacité intellectuelle de relativiser quelque peu la limitation par finitude intrinsèque